comprenez leurs valeurs, qu'ils sont pertinents, qu'ils sont importants, qu'ils sont quelqu'un et qu'ils ont une histoire. Ils ont leur histoire, c'est ça. Nous avons tous une histoire. Notre but n'est pas de vivre dans demain et pas de vivre dans le passé. Je voudrais accueillir José Hernandez dans l'émission. Comment ça va, José? Je vais bien. Merci de m'avoir invité à l'émission, Alex. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, mon ami. J'ai vu ton histoire, de ton expérience de mort imminente, et nous avons eu quelques personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente dans l'émission auparavant, et c'est un sujet populaire. Beaucoup de gens aiment entendre ces histoires et aussi juste voir les différences entre elles et voir les choses qui sont semblables et voir les choses qui sont différentes. Mais ces histoires sont très émouvantes et la tienne était extrêmement émouvante en particulier et je voulais t'inviter à l'émission. Alors, allons-y. Peux-tu raconter un peu au public qui tu es et ce qui t'est arrivé pour que tu vives cette expérience de mort imminente? Oui, j'ai grandi dans le South Bronx, un quartier très difficile, et être latino. Et tout ça, nous avons ces visions de ce qu'un homme devrait être ou de ce à quoi il devrait ressembler. Donc, j'ai grandi dans un environnement où mon père nous apprenait à survivre, selon lui. Voilà, juste pour que je puisse justifier le comportement. Bu beaucoup. Sa vie était un peu plus compliquée parce que sa mère est indigène, donc il voulait toujours un peu dissimuler cette partie de lui-même, pensant que cela ne l'aiderait pas à progresser. Alors, que faire maintenant? Il avait ce défi. Et puis la barrière de la langue venant de Porto Rico pour vivre à New York, et la langue est soudainement différente et il ne la connaissait pas. Donc, il y avait beaucoup de défis. J'ai donc grandi dans cet environnement. Communauté complexe, essayer de comprendre comment sortir du quartier, c'est ça. Comme nous tous, n'est-ce pas? J'ai eu un peu de chance. J'ai été pris dans un programme qui préparait à l'université et j'ai fini par aller à l'école. J'ai étudié l'ingénierie et j'ai un peu quitté le quartier. Je vivais dans un monde où on nous apprenait à être très compétitifs et c'est ce que font les hommes. Tu concours, tu montes les échelons et puis il y avait cette obsession d'acquérir des choses et cette philosophie que tout m'appartient. Donc, c'était ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, tout est à moi. Donc, je vivais cette vie et je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. Je pensais que j'étais bien, je faisais ce qu'il fallait, j'étais sur la bonne voie et nous nous préparions à conclure cette affaire que nous montions dans le sud de la Floride. J'ai décidé d'aller poser des lignes électriques pendant un moment en attendant que ça se concrétise. Donc, c'était censé se passer en avril. Je suis retourné poser des lignes électriques en octobre. Ce qui s'est passé était très simple. C'était mercredi soir. Vous pouviez imaginer que demain, c'est Thanksgiving. J'attends avec impatience ce week-end de 4 jours. Il y a le Black Friday. On a beaucoup de choses prévues. Et le problème que j'ai, c'est que nous sommes en retard. Et il va bientôt faire nuit, mais on doit finir. Je suis dans la nacelle et ce qu'on a décidé de faire pour gagner du temps, c'était ça. Faire monter et descendre cette nacelle. Tu gères un peu d'un point à l'autre. Et bref, ce n'était pas la meilleure idée. Donc, rien d'exotique ne s'est passé. Je n'ai pas été électrocuté ni rien, mais le conducteur regardait en l'air, s'assurant qu'il ne me grille pas. Et il a un peu heurté un arbre et j'ai frappé le côté du seau et j'ai cassé toutes les côtes de mon côté droit. Donc, tout ce côté-là. Toutes mes côtes sont cassées. Allez à l'hôpital, bien sûr. Et ils te bandent, ils te donnent ce médicament et ils m'ont donné un médicament qui
à cause des côtes et tout ce qui était cassé. Ils voulaient me donner quelque chose avec un composant anti-inflammatoire. Alors, ils m'ont donné un antidouleur avec de l'ibuprofène. Maintenant, je prends la pilule à l'hôpital, ils me renvoient de chez moi. Je rentre chez moi et je la cherche. Très difficile de respirer. Et je me dis, mince, laisse-moi appeler. Alors, je l'ai appelé et j'ai parlé avec le gars des urgences et il dit, tu es tout bandé. Tu ne peux pas respirer profondément de toute façon, donc tu vas bien. C'est juste ça. Alors, j'ai dit, d'accord. Et étant moi-même scientifique, je me suis dit, bon, ils savent de quoi ils parlent, non? Alors, j'ai continué à prendre ce médicament et ma respiration a lentement commencé à empirer de plus en plus. Empirer. Et finalement, ce qui se passe, c'est que je passe les fêtes après le Nouvel An, et c'était un Nouvel An intéressant parce que c'était cette histoire de l'an 2000 où ils pensaient que tout allait s'effondrer et que tout devenait fou. Et il y avait comme une veillée, n'est-ce pas? Voyons ce qui se passe d'abord quand il est minuit là-bas en premier. Bref, j'ai passé tout ça et j'en suis arrivé au point où je ne pouvais plus respirer du tout. Et c'était le 5 janvier. Et j'ai demandé à ma femme et à mon fils de m'emmener à l'hôpital et je suis allé aux urgences et je suis entré dans les. Mettez-moi dans une chambre. Ils ont décidé de me garder. Alors j'ai dit à ma femme, et vous rentrez à la maison. Je vais bien. Il n'y a rien à craindre, d'accord? Juste un petit truc. Bref, ils m'ont mis des perfusions et l'infirmière m'a dit, tu sais, José, si tu as besoin d'aide, appuyez sur ce petit bouton près de votre lit et je viendrai vous voir. Bref, elle quitte la pièce et je me souviens avoir regardé l'horloge et il était 12h30, 01h00 du matin maintenant. Et je me dis, je ne vais pas appuyer sur ce bouton. Je suis un mec. Je suis le dur à cuire. Non, je ne vais pas appuyer sur le bouton quoi qu'il arrive. Alors ne t'inquiète pas. Mais la raison pour laquelle je me dis ça, c'est parce que je pense en fait à appuyer sur ce bouton parce que c'est tellement difficile de respirer. Alors j'essaie de me convaincre que tout va bien. Je fais semblant que tout va bien. J'attends environ 45 minutes et je ne peux à peine respirer. Et je me suis dit, moi, tu sais quoi? Je pense que je ferais mieux d'appuyer sur ce bouton. Alors j'ai appuyé sur ce bouton et il a fallu environ 1 minute pour que l'infirmière entre dans cette chambre. Mais cette minute a semblé une éternité. Elle a ouvert la porte et elle m'a juste regardé. Et elle a simplement appuyé sur ce bouton d'urgence sur le mur. Maintenant, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'elle a appuyé sur ce bouton bleu froid sur le mur? Et puis tu entends le bleu froid, et tout à coup, il y a une foule de gens qui entrent dans la pièce. Je ne peux pas respirer du tout. Je ne peux pas expulser d'air. Je ne peux pas inspirer. Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti. Alors, le premier sentiment que j'ai ressenti, si tu peux le croire, c'était la honte. Et j'ai ressenti de la honte simplement parce que quand ils sont entrés dans cette pièce, ils m'ont juste déshabillé. Ils ont enlevé le drap de moi et j'essayais de m'y accrocher. Et j'étais tellement honteux qu'ils m'aient déshabillé comme ça. J'étais impuissant et je ne pouvais rien faire. Et ils prennent cette planche et la glissent sous moi, puis ils me mettent dessus. Et en tout cas, il se passe plein de choses, mais je suis un peu dans mon propre monde. Tu vois, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils font. Ils ont ce truc sur toi et ils le serrent essayant de forcer l'air dans tes poumons. Et pendant qu'ils font tout ça, je suis. Tu sais. Et si c'était réel? Et si c'était vrai? Et j'ai commencé à penser à ma famille et je me dis, je ne vais pas les revoir si c'est vrai. Et j'ai ressenti ce nœud dans ma poitrine, comme un nœud émotionnel. Et c'était comme si je mourais en pensant que je ne les reverrais jamais.
Et le pire, c'était qu'ils n'auraient pas la chance de me voir. Je ne pourrais rien dire. De toute façon, je ne pouvais pas parler parce que je ne pouvais pas respirer. Mais dans ta tête, ça n'a pas d'importance. Tu te dis, s'ils arrivent, je pourrais parler. Je pourrais dire au revoir ou quoi que ce soit, non? Mais de toute façon, et j'ai aussi réalisé qu'il était presque 0 du matin et qu'il n'y avait aucune chance qu'ils puissent arriver à temps. Alors, j'ai commencé à chuter librement, émotionnellement, et à m'effondrer. J'ai été pris d'une peur incroyable. Maintenant, comprenez que j'ai grandi dans le South Bronx et comment j'ai grandi, on n'avait pas le droit de montrer de la peur. On n'avait pas le droit de pleurer, n'est-ce pas? Alors, j'ai tellement peur ici parce que je me demande, et si c'était réel? Et puis, je veux juste que quelqu'un me tienne la main. C'est ce que je veux. Tiens-moi juste la main, peu importe qui le fait. Je voulais demander à quelqu'un, mais ensuite, ma tête s'est mise en travers, non? Et je me suis dit, d'accord, mon père était mort 5 ans auparavant et il va se retourner dans sa tombe s'il voit que je montre de la peur à ces gens. C'était ma pensée, mec. J'étais comme, ça allait loin. Montre de la peur. Ça m'a touché, mec. Ça en est arrivé au point où mon corps s'est vraiment raidi. Et je me dis, c'est fini. Je ne vais pas montrer de peur. Et je voulais encore que quelqu'un me tienne la main parce que je me sentais si seul. Maintenant, la pièce est pleine de gens, mais je me sentais si seul. Et puis, j'ai commencé à penser, maintenant, je ne croyais pas en Dieu. J'étais très porté sur la science, très porté sur les maths, n'est-ce pas? Et j'avais un conflit. Ma mère était catholique, mon père était indigène. Ma mère disait, va trouver Dieu à l'église. Mon père disait, regarde par la fenêtre. Dieu est partout, n'est-ce pas? Et Dieu serait le créateur. Bref, j'ai donc choisi une voie scientifique. J'avais vraiment du mal avec ce problème. Et maintenant, je me retrouve à ce point où, et si quelque chose se passe ici, c'est réel. Où vais-je accrocher ce chapeau? Je ne crois pas en la vie après la mort, je ne crois en rien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, la peur que j'ai ressentie à ce moment-là était incroyablement intense. Et j'ai commencé à me demander, eh bien, et si Dieu était réel? Et si Dieu existait? Et si Dieu est si réel, peut-être il pourrait me sortir de ce pétrin. Parce que tu trouves toujours Dieu quand tout va mal, jamais. Quand tout va bien, Jésus ne se montre pas souvent quand tu vis ta vie. Exactement, exactement. Alors, écoute ça. Alors, je dis, Dieu, si tu es réel, je promets que je vais changer. Je vais devenir une meilleure personne. Je vais être un homme bien. Je vais être n'importe quoi, d'accord? Donc, c'était presque comme si je négociais, bien sûr. Et puis, j'ai attendu. J'ai dit, d'accord, voyons voir s'il y a une intervention. En attendant, ces gars-là luttent vraiment pour me maintenir en vie. Je ne peux pas respirer du tout. Mon cœur devient très régulier. Alors imaginez qu'ils me pompent avec tous ces médicaments pour me faire respirer et mon cœur s'emballe. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, mon cœur se met à galoper comme un cheval. Je devenais fou. Et puis, la prochaine chose dont je me souviens, tu sens ton cœur s'arrêter. Et puis, pour confirmer que cela vient de se produire, tu entends exactement ce qui s'est passé. Il suffit de bip. Et le truc, c'est j'étais totalement conscient et lucide et je dis, ça ne s'est tout simplement pas passé. Et ma réaction a été de me mettre en colère contre Dieu. Et j'ai dit, je savais que tu n'étais pas réel. Qu'est-ce que je faisais? Je me trompais moi-même. Et ensuite, j'ai regardé la porte, l'embrasure, qui était juste en face de moi et c'était tellement lumineux. Et il y avait une ombre là. Et dans ma tête, je pense comme un ingénieur, je vais m'éteindre comme un interrupteur et je vais devenir rien. Je vais juste noir total. Puis j'ai commencé à
ce truc de macho latino est revenu, non? Et je me dis, je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Il n'y a pas de honte à ça, non? Tout ce qu'on m'a appris, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas m'arrêter. Si je tombe, je dois me relever. Et c'était juste là. Et je me suis dit, je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Mais il n'y avait rien que je puisse faire pour changer ce résultat. Alors, Alex, je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas grave de mourir. Et j'ai commencé à penser à quel point ma vie avait été difficile. Et j'ai dit, c'était une vie dure. J'ai fait de mon mieux, non? Et c'est bon pour moi de me reposer, fermer les yeux. La minute où cette pensée traverse mon esprit, cette ombre entre et ça s'étend. Donc, pour moi, c'est parfaitement clair. Pendant que ça se passe, j'entends les gouttes de perfusion. Et ça ressemble à de l'eau qui éclabousse sur un toit en tôle quand tu es sur l'île et que tu entends ça, comme la pluie qui frappe un toit en tôle. Et puis, j'ai regardé le mur et le papier peint. Je pouvais voir le grain dedans. Maintenant, j'étais curieux à ce sujet. Incroyablement, malgré tout ce qui se passait, un peu comme waouh, qu'est-ce que c'est? Puis mon attention s'est portée sur l'ombre. Et à mesure que l'ombre avançait, elle tendait la main. Ça ressemblait à une énergie féminine pour moi. Elle tendait la main et elle m'a touché. Et dès qu'elle m'a touché, je me suis senti galvanisé. J'étais comme, oh mec, je me sentais tellement, eh bien, je me sentais tellement en forme. Je me sentais tellement mieux que jamais. Aucune douleur. Et j'ai ressenti cette brise, un sentiment de paix, d'amour et de calme. Et j'ai senti ce vent souffler dans ma tête. Je m'imaginais avec de longs cheveux flottant au vent et tu as des visions folles. Alors j'ai l'impression d'être soulevé. Et la prochaine chose que je sais, je me tiens dans le coin de la pièce. C'est ce qui a vraiment changé ma vie. C'était ce moment où je me suis vu là, dans le lit, et c'est, type essayait de me sauver la vie. Alors tu as cette équipe d'urgence. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver. Et je me suis dit, c'est moi, et je suis mort. Et puis j'ai posé cette question, et c'est une question qui a changé mais si c'est moi, alors qui suis-je? Chaque jour, je me demande qui suis-je et quelle est ma place ici? Parce que je sais que je ne le suis pas temporaire. Alors je pose cette question et j'entends cette voix à ma gauche. Elle me dit, visualise-toi comme une voiture. Accepte que cette voiture a 5 millions de miles. Maintenant, tu dois dire au revoir à ton corps. Et je pense, wow, je viens de dire au revoir à la vie. Je dois dire au revoir à mon corps. Et Alex, je pense que quelque chose de magique s'est produit. J'ai regardé mon corps. Et pour la première fois de ma vie, j'avais tellement de gratitude et d'amour pour cette enveloppe. Et la pensée était que ce corps s'était sacrifié pour moi, m'ayant offert tout ce qu'il avait jusqu'à ne plus rien posséder en fin de compte. Et puis j'ai commencé à voir ces souvenirs. Et je les appelle des souvenirs bénins parce qu'ils n'étaient pas comme. On pense à ces moments dramatiques de notre vie et c'est ce qu'on va se rappeler. Ce n'est pas du tout ce dont je me souvenais. Je me souvenais de tenir la main de mon petit frère, un petit bisou, prendre une bouffée d'air, le lever du soleil, le vent, le chant des oiseaux. Je me souviens de regarder dans les yeux de mes enfants quand ils étaient petits, comment ils me regardèrent avec tant d'amour et combien ils dépendent de toi, n'est-ce pas? Et ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que j'avais ça à chaque instant de ma vie. Et je n'ai jamais vraiment fait. Je suis entré dans ce moment. Et ouais, j'ai mes gars ici, mes larmes, et j'aime ce moment. Ressens ce souffle, ressens ce soleil chaud sur ma peau. Me voilà.
comprenant la valeur de la vie, et c'est trop tard. Je comprends que j'ai toutes ces choses et elles sont toutes gratuites. Elles ne coûtent rien, sans espoir, rien. Et je m'inquiétais d'acheter une autre voiture, d'obtenir une meilleure machine à café, d'obtenir toutes ces choses folles. Et je me dis, qu'est-ce que je faisais? Mais cela m'a fait aimer qui j'avais été, et cela, pour tout le monde, revêt une importance capitale. Je n'ai jamais été satisfait de qui j'étais. Je n'étais jamais assez bien. Peu importe quoi. Cela a rendu ma vie difficile. Maintenant, en regardant mon corps et en voyant à quel point il était parfait pour la première fois, je me dis, mec, ressentant tout cela, de la gratitude pour lui et de l'amour, c'était le deuxième moment où j'ai juste été transformé. J'entends la voix me dire, d'accord, maintenant, il faut y aller. Et alors nous commençons à marcher ensemble. Et je tombe un peu dans ce trou noir. Je l'appelle le tunnel. Et je sens comme si quelque chose m'était arraché, tellement inconfortable. J'arrive au fond. Elle dit, non, on doit continuer. Je continue. La même chose se reproduit. Et quand j'arrive au fond, je me retrouve dans une boule, des couleurs tout autour de moi, genre 360. Je pense, imagine que tu es au centre d'un ballon de basket et tout autour de toi est en couleur. Et ça bouge et c'est vivant. Et ça me parle. 1 million de voix. Et cette voix qui m'a amené ici me dit, ce que tu as ressenti, c'était tous les moments douloureux de ta vie qui t'étaient enlevés. Tu ne peux pas entrer dans cet endroit avec aucune négativité, rien qui te fasse te sentir mal. Et j'ai réalisé que j'étais en quelque sorte purifié et transformé. Bref, je sens la couleur venir vers moi, ou c'est moi qui vais vers la couleur. Je ne sais pas. La sensation est que la couleur m'accueille tel que je suis. Elle ne me juge en aucune façon. Je me sens juste si bien, si apprécié, si accueilli, et tellement comme une partie d'elle. J'appartiens vraiment ici. Et finalement, j'entre dans la couleur et je deviens la couleur et je me sens jaune. Ça ressemble à rouge et bleu et j'entends toutes ces voix et je ne suis pas peintre. Mais ça me disait comment peindre. Ça me donnait comme un plan. Tu vas peindre comme ça. Tu vas commencer par ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ci. Et m'a donné un plan. Puis je sors de l'autre côté et je vois ce magnifique port. Maintenant, j'ai grandi à New York. La forêt et les montagnes sont la dernière chose que j'aurais imaginé rencontrer. Et puis ces troupeaux d'animaux errants, courant librement. Et c'était tellement beau. Et j'ai eu une pensée. Je me suis souvenu de mes enfants et j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Et le garçon m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je pourrais les voir de là. La pensée suivante était voler. Et puis la voix a dit, c'est normal ici. Et puis j'ai commencé à bouger, explorant dans mon esprit, en m'approchant d'un arbre. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai ressenti une expérience d'unité, n'est-ce pas? Si je m'approchais d'un arbre, je devenais cet arbre. Je sentais qu'il absorbait des nutriments du sol. Je percevais son battement de cœur. C'était un être vivant. Si je m'approchais d'un oiseau, la même chose. Si je m'approchais d'une feuille, la même chose. Même l'air, l'atmosphère, je pouvais le sentir. J'ai pu vivre toutes ces choses, même un rocher. Et cela m'a appris que tout était un, tout était interconnecté. Ce que je pense être sans vie est en fait plein de la même vie que moi. C'est fait des mêmes choses. Alors que j'intègre cela, je vois ces montagnes devant moi et je vois le sommet enneigé et c'était tellement galvanisant que je voulais y aller et voir ce que c'était.
Alors j'ai commencé à monter dans cette direction pour y arriver et je passais au-dessus et je pouvais voir le sommet de la montagne et la neige. C'était comme être dans un avion survolant un sommet et c'était tellement beau et paisible. Et puis je regarde à ma droite et je vois le soleil. Et le soleil, je me demande s'il se couche ou se lève. Mais je le regarde, comme si je regardais à travers un télescope et je peux voir les éruptions gonflées en sortir. Et c'était tellement beau. Et je pouvais sentir cette brise chaude. Et je me dis, oh, c'est de là que vient la brise chaude. C'est ce qui me donne de l'élévation. C'est pourquoi je pouvais venir. Et je regarde à gauche. Quand je regarde à gauche, il y a une crique. C'est comme une plage en U. Et je vois un homme. Et il tient 6 enfants en ligne de sa main droite et un de la gauche. Et ils ont de l'eau jusqu'aux genoux pour une raison quelconque. J'ai dit, laisse-moi descendre là-bas et vérifier ça. D'accord? Alors je descends et c'est difficile pour évaluer le temps et la distance. Il n'y a vraiment pas de temps comme nous le comprenons ici. Donc, j'avais l'impression d'y être depuis 1 jour et demi déjà. Maintenant, je suis mort depuis seulement 5 minutes dans ce monde. De toute façon, en m'approchant, je suis à environ 3 ou 4 mètres, peut-être. Un homme se retourne, il regarde, et Alex, c'était ça, mon père. Alors j'ai croisé mon père et je lui ai dit, mec, je vais le faire. Quand je serai mort, ce que je n'ai pas pu faire de mon vivant, dire à mon père que je l'aime, que je tiens à lui, et tout ça. Maintenant, mon père avait ce vrai d'être un homme. C'était comme on ne peut pas se faire un câlin. On ne se dit pas qu'on s'aime. On n'a pas ce genre de relation, n'est-ce pas? On ne se tenait même pas la main quand on était petit. C'était ce que faisait ta mère. Ta mère faisait. Je n'ai donc jamais serré mon père. Et je n'ai jamais, jamais dit à mon père que je l'aimais sincèrement. Le truc, c'est que je ne me souviens pas qu'il me l'ait dit non plus. Alors j'ai grandi amer et en colère. Et quand il est mort, ça a été tellement difficile pour moi parce que tout ce que je ressens en ce moment dont je parle, je ne pouvais plus le lui dire. Cette chance était partie. J'ai perdu ce moment. Mais là, j'y étais. Et maintenant, le moment était de retour. J'ai regardé mon père et on parlait, mais pas comme je te parle. C'était, je pouvais juste l'entendre dans ma tête. Il pouvait m'entendre dans sa tête. Et il m'a dit toutes ces choses que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais si fier de toi quand tu as obtenu ton diplôme. J'étais si fier de toi quand tu es allé à l'université. J'étais si fier de toi. Je t'aimais. Toutes ces choses que je pensais n'est pas là. Et puis j'ai serré mon père dans mes bras. Nous nous sommes embrassés pour la première fois depuis, aussi loin que je me souvienne. Lorsque j'ai étreint mon père, j'ai ressenti une fusion avec lui, tout comme avec les arbres et tout le reste. En un instant, j'ai vécu sa vie. J'ai saisi sa véritable essence, pourquoi il était comme il était, et je pouvais comprendre. Et je comprenais ses sentiments. Ce n'était pas tant une question de pardon. Lui et moi, nous sommes pardonnés. C'est arrivé. C'était plus à propos de me pardonner et comprendre plus à quel point il est important de se pardonner. Arrête de te juger si sévèrement, arrête d'être si cruel envers toi-même, de te faire sentir mal. Et puis, il m'a regardé
Il m'a dit, tu sais, José, tu dois y retourner. J'ai regardé mon père comme tu plaisantes. Pas question que je retourne là-bas. J'aime être ici. Maintenant, toujours, je trouve un contraste avec ça parce que quand j'étais vivant, c'était une question de vivre. Je ne voulais pas mourir. Maintenant, je suis ici. Maintenant, il me demande de revenir et je dis, non, mec, je ne veux pas revenir. Alors, nous en discutons et voilà, comme tu dois y retourner, ma réponse reste non. Puis je sens comme une traction juste ici, tu vois, mais ça vient vraiment de mon dos. La seconde d'après, je suis de retour dans mon corps. J'ouvre les yeux et le docteur est en train de dormir. Quand j'ouvre les yeux, elle a juste sursauté comme ça. Et puis j'étais de nouveau avec mon père. Alors tu as fait genre, un petit bond en arrière rapide. Oui, je pense que ça l'a surprise que j'ouvre les yeux. Non? Quand je suis de retour avec mon père, il est du genre, non, mec, tu dois y retourner. Tu ne comprends pas? Et j'ai dit, je comprends. Je ne veux pas y retourner. De toute façon, mon père faisait toujours des affaires, non? Et il m'a regardé et il a dit, tu sais quoi? On va faire un deal. D'accord? Et j'ai dit, d'accord, quel est le deal? Il a dit, voici le deal. Je te promets, si tu y retournes, quand ton heure viendra, ne le fais pas. Et je te ramènerai chez toi. Pour une raison, j'ai pensé que c'était une si bonne affaire. Je me dis, mec, c'est une super affaire. Comment pourrais-je ne pas la saisir? J'ai dit, d'accord, ça semble être une bonne affaire. Et là, j'ai ressenti à nouveau cette hésitation, ce tiraillement dans mon corps. Et puis deux choses se sont passées tout de suite. Ma première pensée a été, suis-je si mauvais que le paradis m'a expulsé? N'est-ce pas? Ma première pensée, et puis j'ai ressenti cette isolation parce que j'avais l'impression d'être à nouveau dans ce corps et j'avais l'impression d'être séparé de tout. Quand j'étais là-bas, je faisais partie de tout. Maintenant, je ressens juste cette séparation. Je suis de retour dans ce corps. Tout n'était plus connecté à moi et je me suis écroulé. Et je me demandais pourquoi ai-je accepté cet accord? Qu'est-ce que je viens de faire? Et j'ai entamé un autre voyage. Cela m'a orienté vers est-ce que c'était réel? Ai-je vraiment vu mon père? Et c'était compliqué parce que quand je suis allé mieux et que j'ai pu parler, j'étais à l'hôpital pendant 3 mois, 6 mois. J'étais trop dedans, 6 semaines, je veux dire. Quand ils l'ont enfin enlevé et que j'ai pu parler, j'ai appelé mon cardiologue et lui ai dit une chose simple, mec. Les gens croient ça. Alex, tout ce que j'ai dit, c'était je pense que je suis allé quelque part. Et le gars m'a juste regardé. Il m'a regardé et a dit impossible. Votre cerveau reste actif 2 minutes après l'arrêt de votre cœur. Tu avais du DMT, tous ces médicaments donnés. C'était littéralement une hallucination. Et j'étais là, mec, s'il a raison. Parce que tout ce en quoi je croyais a été anéanti à ma mort. Ainsi, la science et tout cela, ce n'était pas la réponse attendue. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait un créateur. Il y avait Dieu. Il y avait quelque chose. Maintenant, il me fait un peu remettre ça en question. Pendant que j'étais dans cette situation, dans cette unité de soins intensifs, pendant tout ce temps, à chaque fois qu'il déclenchait un code bleu, parce que mon pronostic était que je n'allais pas en sortir vivant. Alors prends soin de tes affaires, prends soin de tes affaires. J'étais inquiet que ça soit moi bientôt. Donc, je suis retourné à cette boule, avec toutes ces couleurs, où je me sentais sans jugement, tellement accueilli et tellement comme à ma place ici.
J'y ai trouvé la paix. C'était mon refuge, mon échappatoire, bleu froid. Je suis dans cette boule avec toutes ses couleurs. Bref, je quitte enfin l'hôpital et à cause de ce que le médecin a dit, je pense que je suis mentalement. Maintenant, je suis aussi accro à plusieurs médicaments. Et le truc, c'est que tu quittes l'hôpital, ils te donnent tous ces médicaments, mais ils ne te disent jamais que tu es accro à quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas être accro. Je ressens juste ces symptômes de sevrage et tout ça. Donc, j'ai dû prendre ce médicament pour maintenir mon rythme cardiaque bas. Et je faisais des crises d'angoisse et je prenais la pilule. Ça enlevait mon anxiété et réduisait mon rythme cardiaque. Mais au lieu de la prendre toutes les 4 heures, c'était toutes les 3, puis toutes les 2. Et puis, c'était comme si je la prenais. Et 1 heure plus tard, je ressentais déjà toute cette anxiété et mon corps disait donne-m'en plus. Bref, ça m'a pris longtemps pour m'en débarrasser. 3 ans. Alors, je suis allé chercher de l'aide psychologique. Je devais décider si cette expérience était réelle ou non. Alex, et ce n'est pas facile. Pas facile parce que beaucoup de gens dans ce monde me disaient non, tu es perturbé. Même ma famille me disait mec, tu es tellement différent. Je n'ai jamais parlé de Dieu. Je n'ai jamais parlé de Créateur. Maintenant, je parle de tout ça. Et ils disent mec, il t'est arrivé quelque chose. Tu es perturbé. Non, même mes enfants, parfois encore aujourd'hui, me demandent où est l'ancien Joe. Et je leur dis mec, je pense que je suis une meilleure version. Je suis plus spirituel. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais cela a été une période très difficile. Alors, j'ai consulté plusieurs professionnels de la santé mentale. La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils m'ont sevré des drogues. Donc, tu es sur le chemin de la guérison. Donc, je suis sevré. Ça fait environ. Il a 17 ans, mais j'ai dû accepter que cela se soit produit ou non. Était-ce réel ou un rêve? Je suis enfin assis avec cette professionnelle de la santé mentale et cette femme est une personne incroyable. Maintenant, les autres personnes m'ont aidé à arrêter la drogue et tout. Donc, elles étaient incroyables à leur manière. Mais cette jeune femme était là et elle m'a regardé et elle a fait quelque chose qui a changé ma vie. Elle s'est assise à côté de moi, elle a pris ma main. Et je te le dis, la minute où elle a pris ma main, j'étais dans ce lit d'hôpital, en train de mourir, effrayé, priant pour que quelqu'un me prenne la main ou que je tende la mienne. Et ce que je pensais être du courage et de la dureté, j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais un lâche et j'avais tellement peur de simplement quelque chose d'aussi simple que de demander à quelqu'un de m'aider. Qu'il est normal de demander de l'aide à quelqu'un. C'est normal de demander de l'aide parfois. Bref, elle m'a pris la main et j'étais de retour dans ce lit d'hôpital. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit à quelqu'un que j'avais parti quelque part et que c'était mon expérience. Ce que je viens de vous dire, d'accord. Imaginez que vous vivez avec votre famille et que vous ne pouvez pas leur en parler. Donc, tu n'as jamais raconté à ta famille toute l'histoire à ce moment-là? Oh, Non, waouh! non. Ils pensent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et tu n'en es pas sûr toi-même. Et je dis que si je leur dis ça, ils vont m'interner, non? Ils vont m'enfermer et dire ça. Et il est très courant pour les personnes qui ont ce type d'expérience de ne pas en parler. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe physiquement dans votre cerveau ou autre chose. Donc, les personnes qui ont un TSPT, qui sont exposées à beaucoup de traumatismes, veulent en parler. Mais quelque chose les en empêche. Je pense que j'ai peut-être vécu ça. Mais en tout cas, elle m'a libéré, mec. Par la suite, elle m'a indiqué 140 à cet endroit. Elle m'a expliqué que si tu es là-bas tout le temps, ils vont te médicamenter et tu vas perdre cette expérience. Et si tu entends tout le temps, tu vas perdre l'expérience parce que tu oublies simplement, fais semblant que ce n'était pas réel. Alors ce jour-là, j'ai décidé que c'était réel, que j'avais vécu cette expérience et il n'y avait rien de mal à ça. Il n'y avait rien dont il fallait avoir honte, que c'était une bonne chose. Et cela a changé ma vie de manière positive.
Cela m'a fait voir les autres très différemment. Cela m'a fait voir ma famille très différemment. Cela m'a fait réfléchir à ce qui est pertinent, ce qui compte. Ça m'a fait réfléchir à mes possessions et à ce qui me manque et pourquoi le partage est crucial. Parce que ce n'est pas le mien. Donc tout ce que j'ai ici, dans mon esprit vient seul de Dieu ou du Créateur, et c'est quelque chose que nous pourrions utiliser pendant que nous sommes ici. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pourrions jamais revendiquer et emporter avec nous. Alors, j'ai appris à regarder les choses simples, apprécier ce lever de soleil, le son de la pluie, le vent, le soleil, la voix des gens, j'aime ce son, leur apparence. J'essaie de les visualiser et de garder cette image pour toujours, pour pouvoir l'emporter avec moi. C'est la seule chose que nous puissions emporter. Les souvenirs que nous créons ici, les bons, parce que les mauvais nous sont enlevés, sont ceux qui nous accompagnent de l'autre côté. C'est ce que nous devons faire ici, créer de bons souvenirs. Quelque chose que je sais pouvoir emporter avec moi car je le prends ici. C'est la seule chose à emporter avec toi. Oui, et en comprenant cela, imaginez que quand nous sommes créés, nous avons un réservoir. Et ce réservoir est rempli d'amour. Et Dieu ou le Créateur, peu importe en quoi vous croyez, dit, laissez ça ici. C'est pour vous de le laisser ici. Et c'est mon objectif de laisser ça ici. Parce que je ne veux pas repartir à moitié reconnaissant. Je veux repartir vide. Je veux laisser tout cet amour et tout ce que j'ai ici. Et je pense que c'est ce que nous voulons tous. Sommes censés faire. Laisse-moi te demander, José, il y a tellement de parties de ton histoire qui, comme tu le disais, m'ont touché profondément. L'appréciation de ton corps. Beaucoup d'entre nous se critiquent à cause de notre apparence ou de notre non-apparence, ou toutes ces sortes de pensées négatives qui tourbillonnent dans notre esprit, cette voix intérieure qui nous dévalorise constamment et rend notre existence plus compliquée en général sur cette planète. Cela m'a profondément ému. Je crois qu'il y a tellement de peur associée à l'acte de vivre. Beaucoup de gens, la plupart des gens, je dirais, ont peur de vraiment vivre qui ils sont, d'être qui ils sont, de vivre leur véritable moi. Quel conseil avez-vous pour les personnes qui ont peur de suivre ce rêve, de suivre ce but qu'elles sont ici pour accomplir? Parce que tant de gens prennent ce 9 à 5 pour gagner leur vie, mais ils ne vivent pas. Ils meurent littéralement petit à petit. Et il me semble que vous, d'après ce que j'ai lu sur votre histoire, vous avez embrassé la partie vivante de la vie et n'avez pas peur de faire de nouvelles choses et de poursuivre ce que vous croyez être votre but ici dans la vie. Alors, quel conseil avez-vous pour les gens à ce sujet? Oui, je veux dire, c'est une bonne question. Et le conseil va être relativement simple, mais je pense que nous devons juste comprendre que quand je mourais, je, je regrettais beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de ce que je regrettais, c'était ce que je n'avais pas fait, que j'aurais dû peut-être dire à quelqu'un, je te pardonne. Il y a des gens qui ont parfois des difficultés avec leurs frères et sœurs comme moi, et on se disputait pour une chose folle, ridicule, et on ne s'était pas parlé depuis quelques années. Et te voilà, dans un lit, tu es en train de mourir et tu dis, mec, elle va penser que je la déteste ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense que l'une des premières choses à faire est de vraiment réfléchir à ce qui est important dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui compte? Est-ce mes enfants? Est-ce mon travail? Est-ce que c'est quoi? Et fais-y attention. Et la façon de commencer à y prêter attention est de commencer à faire attention à vous-même, parce que nous avons peur d'aimer.
parce que nous avons peur d'être blessés, mais nous avons aussi peur d'être aimés. Souvent, nous ne savons pas comment réagir à être aimés. Donc, la façon dont j'ai grandi, c'était d'être très rigide, très dur, très comme je ne réciproque pas parce que c'est ainsi qu'un homme est censé être. Donc, beaucoup de cela est ce que nous enseignons. Et nous devons dépasser cela. Ce que j'aime faire parfois, c'est juste me regarder dans le miroir. Parce que je sais que quand je me regardais dans le miroir avant de mourir, j'étais tellement. Je me dévalorisais, je me faisais du mal. En me regardant dans le miroir, je me dis, merci mon Dieu pour m'aider à surmonter cela. Parce que ce corps va me permettre d'aller au magasin. Il va me permettre de faire ça avec cette personne. Il va me permettre d'écouter cette musique. Cela va devenir le canal à travers lequel je vais exprimer tout ce que j'aime et apprécie et me dire ton avis. Que je suis amour éternel et c'est ce que je veux projeter. Oui, j'ai été blessé. Quelqu'un m'a trompé. Ils ont fait ça et tout est arrivé ensuite, mais ça ne veut pas dire que j'arrête d'aimer. Il y aura quelqu'un. Et peut-être ce n'est pas une personne, peut-être c'est un animal de compagnie. Quoi que ce soit, vous avez quelque chose à donner pour le laisser ici. N'aie pas peur de dire aux gens ce que tu ressens. Si tu aimes quelqu'un, dis-le lui. Besoin de faire un câlin à quelqu'un, faites-le, parce que je ne sais pas quand ce moment, et je n'aurai peut-être pas le temps. Je ne pourrais peut-être pas décrocher le téléphone et dire, hé, au fait, je vais partir, je t'aime, je veux que tu le saches. D'accord. Alors, assure-toi d'être toujours conscient de ces choses et de toujours les vérifier. Et si tu penses à quelqu'un à qui tu n'as pas pensé depuis un moment, mec, appelle-le. Hey, comment ça va? Je pensais à toi. Remplis ta vie avec ça et vis l'instant présent. Il y a beaucoup de yoga, il y a beaucoup de travail sur la respiration. Il y a tout ça qui se passe, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment ce que c'est de ne pas pouvoir respirer. Nous prenons cette âme pour acquise. Et quand je suffoquais, ça a tout changé. Ça m'a fait apprécier ça, simple. Faites-le 20 fois par minute. Nous n'y pensons pas. N'est-ce pas? Et quand je ne pouvais pas, ça m'a fait apprécier qui nous sommes vraiment. Mon corps. Regarde ça. Ça vient de le faire. Et ça m'a rempli d'air. Ça m'a fait du bien. Ça m'a rempli de vie. Et je pense que nous devons davantage vivre ce moment. Je pense que nous devons trouver un espace où nous sommes seuls avec nous-mêmes et authentiques. J'aime ce genre de musique. Écoute ça. Tu veux une glace? Mange-la. Tu n'abuses de rien, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne nie pas. Vous voyagez. Si vous avez la chance de visiter l'Italie, ne vous inquiétez pas des glucides. Si vous allez en Italie et que vous vous en inquiétez, vous allez vous mettre dans une oui et une grande partie de la richesse. Maintenant, souvenez-vous de ce que vous allez ramener. Ce pourrait être le souvenir du moment où vous mordez dents, des frissons, je pense. Rien qu'à y penser, ça me donne des frissons. Ces saveurs et les arômes qui en émanent. Et tu te dis, oh là là. Juste assis à un café, juste en face du Colisée à Rome, et vous avez une belle fraîche pizza, une part de pizza d'un café local, vous imaginez? Et puis, il y a des gens qui disent, mais les glucides. D'accord, les glucides. Oui. C'est ça le truc. Il s'agit de profiter de chaque instant et d'être dans l'instant présent. Et de ne pas vivre dans le passé ou dans le futur autant.
Ne passons-nous pas nos vies à faire cela? Nous ne vivons pas dans l'instant. Nous passons notre vie à penser à des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, dans nos souvenirs et à penser à l'avenir, qui est essentiellement notre imagination. Et nous ne vivons jamais ici où nous sommes réellement, parce que c'est la seule chose qui existe. La seule chose que nous avons, c'est maintenant. Ce moment où je te parle est la seule chose que j'ai en ce moment. Je n'ai pas 10 minutes devant moi. Je ne sais pas exactement. Et ce moment est éternel. C'est tout ce que nous avons jamais. Ce moment, maintenant. Et nous avançons, que vous pensiez que nous avançons, nous pensons que le temps est une heure qui avance. Et quand nous remontons dans le temps, il recule. Peu importe comment vous voyez cela. Tout ce que nous avons, c'est ce seul moment. Du moment où nous naissons jusqu'à celui où nous partons, nous ne sommes que dans cet espace. Alors laissez-moi vous demander, tant d'entre nous marchent sur la terre perdue, essayant de comprendre pourquoi nous sommes ici et quel est le but de notre vie. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils n'ont pas de but ici, et je crois fermement que ce n'est pas vrai. Tout le monde est ici pour une raison. Vous avez une mission dans cette vie, certaines grandes missions, entre guillemets, certaines petites missions, entre guillemets, mais vous avez une mission et vous devez vous connecter à cette mission. Et quand vous vous connectez à cette mission, à ce but, la vie devient plus facile, les choses deviennent plus agréables. Les obstacles ou portes fermées s'ouvrent grand quand vous êtes en phase avec votre mission de vie. Avez-vous des suggestions, quelque chose de votre expérience qui pourrait nous aider à trouver ce but dans nos vies? Oui, la première chose que je pratique et ce que j'enseigne aux gens, c'est vraiment comprendre leurs valeurs, qu'ils sont pertinents, qu'ils sont importants, qu'ils sont quelqu'un et qu'ils ont une histoire. Ils ont leur histoire, n'est-ce pas? Nous avons tous une histoire. Notre but n'est pas de vivre dans demain et pas de vivre dans le passé. On ne peut pas changer le passé et je ne sais pas à quoi ressemble demain. Je pourrais peut-être imaginer à quoi ça ressemble, non? Je pourrais l'imaginer, mais je pourrais dire dans une heure, je vais être ici, tu vas faire quelque chose dans 2 heures, je dois aller faire ça dans 2 heures, mais c'est effectivement notre but ultime, ce que nous allons faire. Ce que nous savons avec certitude, c'est que nous avons raison. Et c'est là-dessus que je veux que vous vous concentriez vraiment. Ressentez vos émotions. Sortez un jour et sentez le soleil chaud sur votre peau. Ressentez le froid quand il fait froid. Laisse ton corps te parler. Écoute. Enlevez vos chaussures de costume et sentez l'herbe, la terre, mère nature. Regarde la lune la nuit et ressens cette puissance et laissez-vous aller à cet instant. Et tu vas découvrir ça. Vous êtes à un carrefour. Donc, chaque instant de ma vie, je suis à un point où je peux faire des choix. Et je pourrais dire, je vais aller à gauche ou je vais aller à droite, je vais monter ces escaliers ou je vais descendre. Nous sommes toujours à ce carrefour. Vous pouvez toujours changer votre vie positivement. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous dites, c'est ce que je vais faire. Ça dans une journée. On pourrait décider ça à tout moment. Notre avenir est toujours rempli de possibilités, toujours rempli de potentiel, toujours rempli d'opportunités. Il faut être présent avec eux. Et c'est de ça que tu parles. Les portes s'ouvrent, les choses se passent. Il se passe beaucoup de choses magiques dans ma vie. Même avoir cette conversation avec toi, Alex, personne ne prévoit ça. Ces choses arrivent. Comment arrivent-elles? Il y a quelque chose de magique, quelque chose qui est bien au-delà de nous. Et pour moi, c'est le Créateur. Ça pourrait être Dieu, ça pourrait être Bouddha, peu importe en quoi vous croyez,
Ça pourrait même être la science et les mathématiques pour ceux qui y croient. Mais quelque chose. Faites en sorte que toutes ces choses fonctionnent séparément, mais ensemble en même temps. Et puis, nous tendons la main et nous faisons le spectacle. Et je vais sortir. Et je pourrais aider quelqu'un à monter dans un bus qui a un peu de mal. Est-ce que je l'avais prévu? Non, mais c'est juste être dans l'instant. Et c'est ça la vie. Oublie ça. Oui, je veux être bien. Je ne veux pas m'inquiéter pour mes factures. Je ne veux pas supporter ces choses-là. C'est normal. Mais tu ne peux pas y vivre 24 heures 24. Tu sors du travail, tu as fini. Sois présent avec les gens qui t'entourent. Sois avec ta famille. Si tu es à la maison, ne sois pas absent. Une partie de vous est au travail. Oh mon Dieu, je dois faire ça demain. Oh mon Dieu, comment vais-je y arriver? Ou vous savez quoi? Laissez ça pour demain. Parce que demain viendra. C'est une chose que je vous garantis. Quoi que nous fassions, les moments à venir arriveront toujours. Ils arriveront. Alors pourquoi m'en inquiéter quand j'y serai? Tu sais quoi? Je suis de retour au travail. Laisse-moi trouver comment je vais faire ça. Mais quand je suis avec ma famille, laisse-moi profiter de mes enfants. Laisse-moi profiter de ma femme. Laisse-moi profiter de mon mari. Laisse-moi profiter de mon partenaire, de mon animal de compagnie. Laisse-moi profiter de ma chambre. Oh, je veux lire ce livre. Laisse-moi lire ce livre. Je veux voir ce film. Regarde le film. Et cela, vous allez voir, va vous donner du pouvoir parce que ça va vous faire croire en quoi? Croire en. Et au moment où nous commençons à croire en nous, je vais juste te dire ça. Ça peut sembler très spirituel, mais nous sommes tous des créateurs. Je me lève et je prépare le petit déjeuner. Je fais juste le petit déjeuner. Je crée, n'est-ce pas? Et cette poule a créé cet œuf pour moi, mais maintenant je le fais frire et je fais ça avec. J'ajoute des épices et je le fais de cette façon. Chacun d'entre nous est constamment en train de créer. Donc, cela signifie que nous avons l'opportunité de façonner et de modeler. Pas en pensant, oh, je vais dans 10 ans. Ouais, penser petit pas. Maintenant, je me demande si je pourrais y arriver un jour, être ici ou ailleurs dans quelques années, mais je ne vais pas m'en inquiéter. Ça se réglera tout seul. Je vais juste me concentrer sur maintenant, ce que je fais en ce moment et en profiter et vivre l'instant présent. Je n'arrive pas à imaginer combien de personnes sortent dehors et c'est le printemps ou l'été comme maintenant et elles ne ressentent pas le soleil chaud. C'est juste tellement agréable. On, c'est quand il fait froid ici. Au Canada, quand il fait froid, tu ressens ce froid vif. Ça te réveille. Et je pense juste aux gens, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils pensent, je dois prendre ma voiture et je dois y aller. Je dois enlever la neige. Et c'est tout ça. Et pas qu'est-ce que je vis en ce moment. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec quelqu'un que tu aimes juste tenir ça. Pense à ce que ça fait lorsque leurs doigts effleurent des tiens. Parce que quand je mourais, je voulais que quelqu'un me tienne la main tellement fort parce que j'avais peur et parce que quelqu'un m'a dit et mon père ne peut pas montrer de peur. Je n'ai pas pris la main de quelqu'un et cela a rendu ma mort plus difficile. Cette chose simplement simple, cet acte simple, et c'est ce que je te dis de vivre. C'est ça, la vie. Il ne s'agit pas d'avoir 10 maisons et 20 voitures. Si le Créateur te donne ça, Dieu te donne ça, c'est super. Mais tu n'emporteras rien de tout ça avec toi. Mais ce que tu emportes avec toi, c'est ce moment où tu as tenu cette main et tu l'as ressentie. Pas que vous l'ayez tenue, ou vous avez réalisé, vous ressentiez. Parce que c'est le souvenir qui va rester avec toi. Oh, des mauvaises choses sont arrivées. J'ai perdu mon travail. Ces souvenirs ne vont pas rester avec toi,
ma copine m'a quitté, mon copain, tout ça va disparaître. Mais ces petits instants que nous devons partager, même lorsque tu es seul, prends le temps de te regarder dans le miroir et répète-toi, tu es magnifique. Dis-toi, tu es laid. Oh, je suis en surpoids. Non, tu n'es pas en surpoids. Tu sais, nous pouvons toujours changer ces choses. Ils ont du pouvoir. Dieu nous a donné cette capacité de créer des choses. Et l'une des choses que nous créons est chaque moment devant nous. Je peux rendre mon temps misérable et dire cela m'est arrivé et j'y penserai pendant 24 heures si je veux. Ou je peux dire oh, cela m'est arrivé. Mais j'en ai tiré une leçon. Maintenant, je sais que je ne referai pas ça et je vais continuer d'avancer. José, cette conversation a été absolument merveilleuse. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et encore une fois, cela m'a touché de manière très profonde. Pouvez-vous dire aux gens où ils peuvent en savoir plus sur vous, vos ateliers, votre art et ce que vous faites? Oui, si vous allez sur innerimmersion.com, vous pourrez voir là certaines des les ateliers que je fais. L'accent est mis sur la pleine conscience, n'est-ce pas? Être dans l'instant présent, être dans le maintenant. L'accent est mis sur qui suis-je? Quelle est ma pertinence? Suis-je important? Ai-je de la valeur? Le but, parlons du but. Et c'est un atelier très puissant. Et ça change des vies de manière positive basée sur l'art. Vous trouvez la magie de l'art dans la couleur? Pour moi, la couleur, cette pièce derrière moi s'appelle Strand. Donc, elle en parle. Je ne me perdrai jamais quand j'avance. Quelque chose me retient. Cela me ramène chez moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas me perdre. Mais pour moi, c'est vivre. C'est le changement avec lequel je suis revenu. J'apprécie tout. Je regarde. Une pierre, ce n'est pas une roche. C'est un mensonge. Et si je vais déplacer cette pierre, je dis pierre. Est-ce que je peux la déplacer? Ma petite fille veut le faire. Elle aime garder quelques-unes de ces pierres de partout où nous allons. Et elle aime les remplacer par une coquille de mer. Une coquille de mer. Parce que nous avons vécu en Floride si longtemps. Elle en avait tellement. Mais nous demandons toujours la permission. Puis-je t'emmener? Puis-je ce que tu as déjà? Cela peut sembler banal, mais ce petit geste change votre vie car il vous fait apprécier chaque instant que vous avez. Le prochain moment que vous avez est spécial. Le moment suivant est spécial. Le moment qui vient après est spécial. Chaque moment est spécial. Tout ce que nous faisons est unique. Chaque personne que nous voyons, chaque personne que nous touchons. Et c'est de cela que parle la pratique. Donc, je l'utilise beaucoup dans les centres de rééducation et ce genre de choses. Ça gagne beaucoup de terrain parce que ça aide les gens à trouver qui ils sont. Et c'est la question que je me pose toujours. Qui suis-je? Si je ne suis pas cela, que suis-je? Qui suis-je? Et cela signifie que je suis magique et spirituel et bien plus encore. Et vous l'êtes aussi, chacun d'entre vous. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre mission dans cette vie? Ma mission actuelle est de servir. Ce que je veux dire est très différent. Si je pouvais changer la vie de quelqu'un en mieux. Est-ce quelque chose que tu ne peux pas égaler? De la même manière que cette femme a tenu ma main, protection mentale, et m'a fait sentir que c'était bien. Je pouvais lui raconter mon histoire, c'était bien. Si elle pense que je suis fou, d'accord. Mais ces petits moments sont la magie que nous devons offrir. Les mots que vous dites à quelqu'un peuvent changer leur vie pour toujours. Alors comprends ce que je dis sur qui tu es. Il y a du pouvoir en toi.
Mon but est d'aider les gens à comprendre qu'ils ont cela et que si je dis quelque chose de très négatif, je peux vous faire vous sentir très mal. Ou si je dis quelque chose de très positif, je peux vous faire. Le choix que je fais, les choix que vous faites. Et mon but est d'aider les gens à essayer de faire de meilleurs choix. Donc, la pratique est conçue pour vous aider à comprendre qui vous êtes. Et si vous comprenez qui vous êtes, alors je pourrais comprendre qui je suis. Je pourrais comprendre qui vous êtes tous, parce que nous sommes tous plus semblables que différents. Nous faisons tous les mêmes choses. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous voulons tous aimer. Nous voulons tous être heureux et du calme dans nos vies. Il y a du drame. On surmonte toujours le drame. Alors, quel est le but ultime de la vie selon vous? Eh bien, c'est une excellente question, Alex, et je vais juste dire la vivre. C'est une occasion où je peux toucher et ressentir. Je pourrais toucher des choses de manière positive ou toucher des choses quand j'étais de l'autre côté. De l'autre côté, tout ce que je touchais, je devenais cela. Donc, je ne pouvais vraiment pas le toucher de la même manière qu'ici. Et j'ai le sentiment que de l'autre côté, nous ne faisons qu'un avec tout. Et je ressens comme si je faisais partie de tout. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai ressenti cette isolation. J'ai l'impression d'être ici et que tout est à l'extérieur de moi. Mais c'est ce moment spécial et magique, être ici. Regarde, ressentir, voir, aimer. Je veux dire, regarde la magie que ton corps fait. Chaque seconde de chaque jour. Oui, chaque seconde. Et puis apprécie. Et ce que je veux dire par là, tu sais ce que j'apprécie avec ma voiture. Elle m'emmène partout où je veux aller. Elle ne se plaint pas. Je dois juste lui donner un peu d'essence, faire un peu d'entretien. C'est là que nous devons être. Nous devons apprécier. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le monde en ce moment, pour moi, c'est un peu comme s'il tirait dans beaucoup de directions différentes, non? Et c'est tout de la peur. Nous avons peur de quoi? De perdre quelque chose que nous ne possédons pas. Je ne possède pas de terrain. Je ne possède pas de maison. Je ne possède pas la voiture. Je ne possède pas ces vêtements. Je ne possède rien. Je ne possède que ma vie. Cela revient à votre question. J'ai cette vie. C'est ce qui compte. Et ensuite, ce qui nourrit cette vie. Ce sont les souvenirs que je crée. C'est je garde, c'est ce que je prends. C'est magnifique. Mon ami, Jose, merci beaucoup d'être venu à l'émission et de partager ton histoire avec moi et avec tous les auditeurs. J'espère que cela aidera les gens à mieux comprendre pourquoi nous sommes ici et ce qu'ils peuvent faire pour rendre leur parcours dans cette vie un peu plus facile, un peu plus paisible, un peu plus heureux, et réaliser ce qui est vraiment important dans cette vie, et ne pas s'inquiéter, comme on dit, ne pas se tracasser pour des broutilles. Oui. Et tu sais quoi, Alex? Je veux te remercier pour ce que tu fais. Oh merci, j'apprécie cela. Il est essentiel qu'il y en a beaucoup. Négativité. Et c'est agréable de voir quelqu'un qui pense à des choses positives, essayant, mon ami, et montrant au monde que, tu sais quoi, il y a beaucoup de bonnes choses là-dehors. Il y a beaucoup de bonnes choses, les gens. Il y a beaucoup de belles choses. Juste se souvenir d'être assis près du Colisée en train de manger cette pizza. Ça te met l'eau à la bouche, non? Oh mon Dieu, j'y suis dans ma tête. Je ne suis jamais allé à Rome, mais j'y suis déjà dans ma tête. Et je me dis, je dois faire ça, ça, là. Je dois le réaliser dans ma tête. Ce bon sentiment, c'est à garder. Sache, avant de partir, il y a une chose qu'une amie m'a dite il y a longtemps. Elle m'a dit, quand tu meurs, tu ne t'inquiètes pas pour tes factures, tu ne t'inquiètes pas pour la douleur, tu ne t'inquiètes pas pour les mauvaises choses de la vie. Tu te souviens des vacances avec ta famille. Tu te souviens de ces expériences, parce que c'est ce que tu emportes avec toi.
Tu emportes ces expériences avec toi. Tu n'emportes pas les factures à payer, ou les soucis d'argent, ou les questions sur pourquoi cette personne t'a fait ça, ou pourquoi tu étais en colère. Tu n'emportes pas ça avec toi. Tu emportes les expériences de plaisir, de moments passés avec tes proches. C'est ce que tu emportes avec toi. C'est le seul bagage que tu es autorisé à prendre, car il n'y a pas de camion de déménagement attaché au corbillard. Il n'y a pas beaucoup de camions de déménagement dans les cimetières, comme on dit. Mais n'oubliez pas d'emporter ces expériences, ces souvenirs précieux. Alors tu dis à tout le monde, prenez-en beaucoup de ces sacs avec toi, mec. Prends autant de ces sacs que tu peux. Remplis-les. Prends-en 100 parce que tu gardes ces souvenirs. Ils te suivent et ça te lie aux gens que tu aimes ici. Vous n'arrivez jamais à vous en détacher. C'est ce lien que nous ne voulons pas perdre avec ce que nous aimons ici. Et nous aimons tant de choses. Nous pourrions aimer une poupée, nous aimons tant de choses. Notre voiture, elles deviennent plus qu'une chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'il signifie pour vous. C'est ce qu'il signifie pour vous. C'est de ça dont nous parlons ici. Merci mon ami, encore une fois pour ton temps. Je t'apprécie et je te remercie pour le travail que tu fais dans le monde. C'est très nécessaire. J'apprécie votre temps. Merci Alex pour cette opportunité. Et j'envoie de nombreuses bénédictions à tout le monde. Si vous avez besoin de nous contacter, allez sur ce site web. Merci pour cette opportunité, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.